Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission 0% foot. Cette semaine, c'est le hockey sur glace qui est à l'honneur avec le club de Toulouse-Blagnac. Pour cela, nous avons rencontré l'entraîneur Benoît Pourtanel. Nous revenons avec lui sur la saison et sur la finale qu'ils vont disputer. Première chose, on va parler un petit peu on va faire un petit bilan de la saison. Plutôt positif, vous attendiez à arriver en finale de play-off ou pas? En finale, ça serait prétentieux en début de saison de l'avoir comme objectif. C'est vrai que chaque saison, l'objectif est de faire mieux que l'année précédente. Donc l'année dernière, on s'était arrêté en quart de finale. L'objectif au fond de soi était peut-être d'aller en demi-finale parce qu'on savait qu'il y avait des grosses écuries qui voulaient jouer à tout prix la montée et qui avaient investi pour cette montée. Maintenant, voilà, après un début de saison difficile, surtout au mois de novembre, décembre, on a su aussi se reprendre en main et faire quelques bons matchs. Et voilà, c'est ce qui a payé. Et c'est surtout aussi après la phase des playoffs où en faisant des bons matchs contre certaines équipes comme Tours ou par exemple à Dunkerque pendant la saison régulière, c'est des choses qui nous ont mis en confiance et sur lesquelles on a pu se reposer pour savoir qu'on était capable. Alors justement, pour revenir un petit peu sur les playoffs, vous n'avez pas eu le tableau le plus facile à avoir, puisque donc il y a La Roche-sur-Yon, il y a Tours, beaucoup de personnes dans le tableau. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ouais, mais bon, après il y avait aussi de l'autre côté, vous aviez Cholet, vous aviez Anglet, vous aviez les Volants. Voilà, c'est une fois de plus des équipes qui prétendent au titre, qui prétendent à la montée. Donc nous, on n'a pas calculé parce que par expérience, j'ai des collègues dans d'autres clubs qui ont essayé de calculer en se disant si je finis troisième, je ne rencontrerai pas telle équipe ou telle équipe. C'est une question dans laquelle je ne me suis jamais posé en tant que joueur parce que si on veut aller au bout de toute façon qu'importe l'équipe sur laquelle on tombe, de toute façon il faut gagner, donner son maximum. Donc c'est du hockey sur glace, c'est pas des mathématiques. Justement, pour parler un petit peu de la finale, donc vous ne savez pas encore la date exacte ni l'adversaire. Il manque la demi-finale retour. A priori, c'est Anglet qui est le mieux parti. Ils ont gagné assez largement au match aller. Alors, vous préférez qui, Anglet ou... Mais comme je viens de le dire précédemment, on s'en fout un peu si aujourd'hui l'objectif principal est respecté parce que c'était bien sûr à moyen terme la montée. On l'a eu cette année, c'est tant mieux. Maintenant que ce soit Anglet ou les Volants, si on veut une médaille d'or, voilà, ça faudra gagner soit Anglet, les Volants. Une préférence, sincèrement, personnellement aucune. J'espère que les joueurs non plus. Si on avait pu éviter Tours, je vous aurais dit tant mieux. Ouais. Mais quel plaisir d'avoir battu Tours et on n'aurait peut-être pas vécu la même aventure si on n'avait pas fait de tels matchs. Donc voilà, on jouera ce qu'il y a à jouer sans se poser de questions, surtout pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux partenaires qui nous suivent, même au public qui se déplace maintenant dans certains matchs à l'extérieur. Donc voilà, essayer de bien finir la saison pour que le club puisse faire une belle fête après tout ça. Justement, on va revenir un petit peu sur la demi-finale. Le match retour, ça se gagne en prolongation, enfin en heure subite. Quel souvenir vous avez, vous, de cette fin un petit peu un peu tendu? Avant la prolongation, je vais voir l'arbitre pour savoir comment ça se lance un petit peu parce que ça faisait 5 ans que je joue à ce niveau-là, ça fait 5 ans qu'on n'avait jamais terminé un match en prolongation. Ouais. Donc là, sur le but, on se dit bon ben ça y est, on se les a fait. Et puis moi, ma réaction, ça a été ben, on est en D1. Puis ben là, voilà, après, explosion de joie. 2 secondes concentrées sur le résultat du match. Et 2 secondes après sur le résultat de la saison et sur ce que ça engendre. Donc ouais, un grand bonheur avec les 90 personnes, une fois de plus, qui s'étaient déplacées à La Roche-sur-Yon. Voilà, je pense que tout le monde a pris énormément de plaisir à ce moment-là. Justement, ça faisait 10 ans que vous n'aviez pas retrouvé la première division, du moins que vous l'aviez quittée. Plusieurs fois on a vu que c'était pas très loin et finalement ça couillait un petit peu à la fin. Le groupe a pas tellement changé cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui selon vous a changé justement? C'est quoi? C'est la maturité du groupe? Non, c'est maturité du groupe certes parce que ça fait 4 ans et demi, enfin ça va faire 5 ans pour certains joueurs avec lesquels on travaille 3 fois par semaine à l'entraînement, on se donne rendez-vous le 15 août. Voilà, c'est quelque chose, ça vient pas tout seul. Après, on a essayé de faire
des recrutements judicieux avec nos moyens et avec les opportunités qu'on avait. Donc quand je suis arrivé, on a fonctionné un petit peu avec les anciens du club. Ça s'est plus ou moins bien passé. Après, on a essayé de faire une bonne opération avec Christophe Ribanelli. 4 ans après, c'est quand même lui qui nous met le but égalisateur à domicile et le but vainqueur à l'extérieur. Les 2 années qui suivent, on récupère Tommy Flink l'année dernière, qui apporte énormément par son expérience et son vécu. Et au début de cette année, on récupère Maurice Rosenthal. Bon, c'est des opportunités qu'on fait que voilà, mais c'est plutôt des bonnes opportunités et on a su travailler tous ensemble avec ce noyau de 10 personnes qu'il y avait ou 8 personnes qu'il y avait, comme des Damien de Gadio, Thomas Picavet, Guillaume Solves, Antoine Lombard qui est arrivé un petit peu en retard mais qui est revenu au club, les frères Codevel, enfin voilà, plus les 2-3 jeunes que j'entraînais en catégorie jeune où j'essaye d'avoir une continuité dans ce que je fais entre les jeunes et les seniors, donc pour éviter qu'ils se sentent perdus quand ils arrivent en senior. Donc voilà, je suis pas tout seul à bosser, mais voilà, c'est la continuité qui a fait que ça n'a pas trop mal fonctionné. Et puis comme je viens de vous le dire, plus l'apport de joueurs intelligents et d'expérience qui jouent pour le maillot, qui jouent tout pour eux, pour aller chercher un contrat ou quoi que ce soit. Ils sont là pour se faire plaisir, pour apporter ce qu'ils ont à apporter, et c'est le plus important. Justement, là la belle saison, elle peut aussi peut-être continuer ce week-end. On a aussi les jeunes qui fonctionnent pas mal. Vous êtes en quart de finale de championnat excellence. Vous pouvez nous dire un petit mot de la relève derrière l'école de hockey? Oui, là, ce qui est important, c'est de recruter bien sûr à partir de 4 ans pour l'école de hockey. Parce qu'il faut un réservoir toujours. Ouais, vous avez pas mal de jeunes que vous avez intégrés dans l'équipe, les frères Codevel par exemple. Ça c'est voilà. Après on a toutes les catégories d'âge. Et après, voilà, vous avez des cadets ou des juniors. Là, donc on est en quart de finale cadet excellence, où vous avez quelqu'un comme Maxime Fopp qui a intégré le groupe cette année, certes qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais voilà, à 17 ans, on doit toujours être content d'appartenir à l'équipe senior, à l'équipe Fagnon. Et puis après, vous avez les Cyril Charenton, des Jérémy Pradel, Kevin Codevel, Rémi Doroginski. C'est des joueurs il y a 5 ans qui étaient en minime, qui étaient catégorie U15. Voilà, 5 ans après, ils sont dans le vestiaire senior à jouer les playoffs. Je pense que voilà, pour eux c'est important, et j'espère aussi que pour eux c'est un rêve d'y accéder. C'est pas parce qu'ils y sont que tout est acquis. Il reste du travail, il leur manque un peu d'expérience, il faut qu'ils s'aguerrissent, et il n'y a pas de raison qu'ils ressortent de ce vestiaire-là, mais c'est comme tous les sports d'équipe, il n'y a pas de place réservée. À mes yeux, dans une équipe, il n'y a pas d'indispensable. Voilà, c'est un travail de groupe, un travail, comme je vous ai dit, 3 fois par semaine à l'entraînement. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices, du travail et beaucoup de détermination parce que c'est un sport rapide qui demande beaucoup, et voilà, on joue pas tous les week-ends à 5 km de chez nous. Au nombre de patinoires, il faut monter dans un bus bien souvent le vendredi soir, revenir le dimanche midi. C'est des étudiants pour la plupart des jeunes, donc voilà, c'est pas évident, mais ils ont fait le boulot, donc à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de raison qu'ils n'intègrent pas l'équipe ou qu'ils ne soient pas membres à part entière de cette équipe. Bonjour Paul, on se retrouve comme tous les lundis pour faire notre tour habituel des championnats régionaux. Alors on va commencer par la Fédérale 1 et le trophée Jean Prat et Castanet qui jouait. Alors comment ça s'est passé pour notre représentant régional? Ça s'est passé plutôt mal puisque Castanet a perdu à domicile 25 à 40 contre Chalon-sur-Saône. Et Castanet voit s'éloigner les phases finales. Ils ne pourront plus se qualifier puisqu'ils sont 3e de leur poule avec pas mal de points de retard sur le second. Ensuite il y avait aussi les playdowns et Tournefeuille qui fait un pas de plus vers le maintien avec une large victoire. Alors qu'en est-il? C'est la bonne nouvelle du jour puisqu'ils ont battu Moléon 38 à 3 sur un score sans appel et dans un match vraiment à sens unique. Tournefeuille est quasiment mathématiquement maintenu. Donc voilà, du coup Tournefeuille continue d'être second de cette poule. On avait notre résultat mais qui ne nous est pas encore parvenu, c'est celui de la vallée du Giroux
On suppose qu'ils ont certainement encore perdu vu que cette saison est un peu longue pour eux. On va passer tout de suite à la Fédérale 2. Alors là, pour le coup, quels sont les résultats de nos clubs régionaux? Alors tout d'abord, Blagnac, toujours dans une grande forme, a gagné à Nafarroa 23-3 et conforte sa première place en vue des phases finales. Ensuite, L'Île-Jourdain par contre a perdu à Castel-Sarrazin. L'Île-Jourdain s'essouffle un peu puisqu'ils avaient démarré fort la saison. Et là, ils s'essoufflent un peu et sont dans le ventre mou en 6e place. Donc il va falloir qu'ils bataillent pour le dernier match pour gagner une place de qualifiable. Et ensuite, donc, dans la poule 6, le FCTT jouait à Serré et a perdu 25-11. Toujours avec la correctionnelle puisqu'ils n'ont qu'un seul point d'avance sur le premier relégable. Le dernier match sera très important pour l'équipe toulousaine qui devra se maintenir lors de ces derniers matchs. Oui. Donc ça c'était pour la Fédérale 2, je crois qu'on a terminé au niveau des résultats de Fédérale 2. On va passer maintenant à la Fédérale 3 et là aussi des fortunes un petit peu diverses. Alors on va commencer par la poule 1, qu'est-ce qu'on peut dire de nos clubs régionaux? Alors ça s'est plutôt bien passé entre guillemets on va dire puisque Grenade a battu Saint-Girons sur le score de 20-10. Grenade qui aura aussi du mal à se qualifier pour la fin du championnat, ils sont dans le ventre mou. Par contre pour le maintien ça s'engage bien pour nos clubs régionaux puisque Riom a fait match nul contre Julian 3-3 dans un match très fermé, on peut le dire. Très fermé. Et Argelès Gazos a battu le RCSP de la Salvetat donc 35-6. Mais Riom et la Salvetat sont en bonne voie, sont quasiment maintenus puisque EOS derrière ferme la marche en avant-dernière position. Donc les deux clubs régionaux devraient se maintenir malgré l'affrontement qui les oppose lors de la dernière journée. Voilà, ensuite en poule 3. Nous n'avons pas le résultat de Muret le 4. Oui. Et par contre en poule 4, Balma a battu l'Uzèche sur le score de 9-3. Balma qui est 4e de sa poule, donc toujours en bonne position pour les phases finales. Et le TUC qui a perdu à Saverdun 45-13. Le TUC qui reste en milieu de tableau. Bon, on va faire une petite transition puisqu'on était sur la Fédérale 3 avec le top 14 et on va commencer par le résultat de Montauban qui, donc on le rappelle, si jamais ils sont rétrogradés, s'ils déposent le bilan, ils peuvent se retrouver en Fédérale 3. Donc la transition est toute faite. Montauban qui continue sa descente aux enfers. Oui, Montauban qui a de gros problèmes au niveau financier et les joueurs ont du mal à se concentrer sur le côté sportif. Et ils ont donc perdu 6-19 contre Montpellier. Montpellier qui fait une fin de saison intéressante, qui se rattrape finalement de leur mauvais début de saison. Et Montauban donc qui a du mal et surtout qui va avoir un dernier match à domicile contre Bayonne décisif. Puisque si jamais ils perdent ce match, ils terminent donc relégables, ce qui fait qu'ils descendraient minimum en Fédéral 1, puisqu'il y a une relégation sportive plus une relégation financière. Si jamais ils ne déposent pas le bilan. Donc, au mieux ce serait Fédéral 1 ou Fédéral 3 s'ils perdent le week-end prochain. Voilà, donc ça c'était pour le résultat de Montauban qui continue sa descente aux enfers. On va continuer très rapidement sur le top 14 avec Albi qui gagne avec panache et on va dire finalement qui sauve un petit peu l'honneur cette saison, et le Stade Toulousain lui au contraire qui perd à Bourgoin. Oui, donc Albi a gagné sur le score de 38-24, un score assez lourd. Il y avait même 38-12 à 5 minutes de la fin contre le Stade français. Albi qui tenait à cœur de bien finir devant son public. Par contre, le Stade Toulousain a en effet perdu à Bourgoin 15-13. On peut se dire qu'ils ont lâché, mais c'est plus Bourgoin qui jouait sa vie finalement, puisque Bourgoin est enfin maintenu sportivement. Financièrement, il peut encore se passer des choses, mais Bourgoin s'est maintenu sportivement, a réussi son pari et en battant Toulouse, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Et ensuite, donc, dans le dernier résultat, Castres a perdu à Clermont sur le score de 25-19, ce qui fait que les Castrés reculent au classement et dans la dernière journée se déplacent à Toulouse, donc ça sera très dur pour eux. Et cette dernière journée devrait ressembler au barrage, puisque Toulouse, on le sait maintenant, avec leur défaite ce week-end, ne pourra pas se qualifier directement pour les demi-finales, devra passer par les barrages, et ce barrage devrait se jouer contre Castres. Voilà, ça c'était bon pour le top 14, on finit par
Une note là aussi positive de Colomiers qui fait 29 partout à Mont-de-Marsan. Là aussi c'était l'occasion de terminer un petit peu en beauté. Oui, l'occasion de terminer en beauté et d'assurer le maintien mathématiquement. Ça y est, c'est fait. Colomiers est maintenu en Pro D2 et pourra redémarrer, on espère, sur une saison un peu meilleure du point de vue sportif. Voilà, il y a un peu plus calme aussi dans les tribunes avec des changements d'entraîneurs, entre autres, et une petite brouille entre les joueurs et coach en début de saison. Merci Paul, on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point sur le rugby. Au revoir. C'était donc 0% foot, on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir.